ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je vous en prie, entrez au théâtre Marignan. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous emmène dans un théâtre pour vous parler de médiation scientifique. Ou bien votre esprit affûté s'est écrié « Elle va nous parler d'un spectacle ». Eh bien non. Aujourd'hui, nous allons revisiter les contes de notre enfance et découvrir comment la fiction peut vous aider à transformer les concepts et les théories en histoires marquantes pour petits et grands. On peut faire un petit tour en fait. Mais avec plaisir. Donc vous êtes ici au théâtre Marignan, qui est un ancien cinéma qui a été inauguré en 1955-56, je ne sais plus exactement, avec un film de Jean Gabin. Un très mauvais film, mais ce n'a pas eu d'incidence sur la suite de ce bâtiment qui a été cinéma jusqu'en 2007, je crois, 2007-2008. Lui, c'est Jackie Druot, directeur artistique de la Maison du Comte de Charleroi. Il faut que je vous dise, Charleroi, c'est ma ville natale. D'ailleurs, je me souviens très bien du cinéma Marignan. J'y allais quand j'étais petite. L'endroit me paraît moins grand, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais 10 ans. Depuis, le cinéma est devenu un théâtre. Voilà, et nous arrivons dans ce qu'on appelle le hall rouge. C'est dans ce lieu-ci qu'on a enregistré les contes. Je pense que le tout premier, on l'avait enregistré dans cette salle-ci. Et elle, c'est Caroline Claus, professeure en sciences politiques à l'ULB. Caroline et Jackie se sont rencontrés lors de l'événement Femmes de Mars. C'est un mois d'activité qui a lieu à Charleroi chaque année autour des droits des femmes. Entre deux, le courant est passé tout de suite. Et rapidement, ils ont réuni un petit groupe d'étudiantes pour se lancer dans une aventure à mi-chemin entre la fiction et la science. Mon flair me dit qu'ils auront plein de choses à m'apprendre pour le chapitre du guide que je suis en train d'écrire sur comment raconter une histoire de science. Bienvenue dans Savoir partager, le podcast qui met la science et les scientifiques en récit. Je suis Jackie et Caroline jusqu'au foyer du théâtre. Lumière tamisée, quelques tables, une petite scène et une banquette en velours rouge qui n'attend plus que nous. Bon, à peine assise, je rentre dans le vif du sujet. La science et l'art, c'est souvent des démarches qu'on oppose. Alors j'ai très envie de savoir, une scientifique et un artiste qui se lancent dans un projet ensemble, comment ça se passe ? On ne se connaissait pas vraiment, donc on a des façons de travailler différentes. Un esprit scientifique d'un côté, c'est vrai, et puis un esprit plus créatif ou intuitif de l'autre, mais je crois que j'ai un côté rationnel et je crois que Caroline a également un côté intuitif et créatif. Et on a été rechercher chez l'autre ce qu'on avait en soi et on a pu échanger cette façon de travailler ensemble qui a produit les résultats, quoi. Les résultats dont Jackie parle, c'est un podcast en 3 épisodes. 3 contes que nous connaissons tous et toutes et qu'ils ont revisités. Je ne résiste pas à vous faire découvrir un extrait. Il était une fois dans un lointain pays, ma foi, pas si lointain que ça, dans un pays boisé au bord de la mer, vivait une femme. Triste et mélancolique à première vue, mais à l'intérieur, intrépide et fougueuse comme les vagues, et solide comme un roc. Elle vivait encore chez ses parents, à leur grand désespoir. Sa mère n'arrêtait pas de lui dire « Mais quand vas-tu te marier ? Tes frères et tes sœurs le sont déjà. Ils ont des enfants, ils ont une maison, un grand jardin, ils gagnent bien leur vie, ils partent en vacances. Alors que toi, tu passes ton temps à rêvasser, à regarder la mer du haut de la falaise, alors que tu ne sais même pas nager. » On a autant de plaisir à écouter les versions originales que les versions que l'on a retravaillées. Bon, Chaperon Rouge et Blanche-Neige sont des contes traditionnels. Chaperon Rouge, c'est Perrault pour beaucoup, mais en grattant un petit peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Blanche-Neige, c'est les frères Grimm. Là aussi, on a la version de Walt Disney qui a été très édulcorée et politisée. On s'en rend compte avec le recul. Et enfin, La Petite Sirène, qui est beaucoup plus contemporain, enfin c'est le 19e siècle, un conte de Andersen, mais qui a été également popularisé par Walt Disney. Et on se rend compte, encore une fois, que c'est des réinterprétations où il y a parfois, on occulte certaines choses, mais nous, on a pris le conte original, et puis après, on a réfléchi.
on a travaillé dessus, on dit tiens, on pourrait peut-être modifier tel ou tel élément, voir un peu ce que ça donne. Et on se rend compte qu'en modifiant différents éléments, la structure du conte est tellement forte et tellement puissante, les personnages sont tellement porteurs de différentes valeurs que ça fonctionne. Mais l'objectif, c'était d'identifier dans ces contes-là, dans leurs différentes versions, voire même des versions antérieures au moment où certains ont été écrits. Donc Jackie, Jackie ne le dit pas, mais c'est aussi un chercheur. Parce qu'il va rechercher dans l'histoire les toutes premières versions ou les bribes, les origines. Par exemple, pour Blanche-Neige, c'était remonté bien avant Grimm, pour voir... parce que c'était des contes populaires, des contes oraux qui, à un moment donné, ont été mis par écrit par certaines personnes, qui ont été mis par écrit par des hommes à une certaine période. Et donc, on voulait retravailler un petit peu sur toute la dimension de genre, de rôle genré, de relations hommes-femmes dans ces contes-là. Donc, on savait pas très bien comment appeler ça. Est-ce qu'on les dégenre, on travaille sur les stéréotypes, on réinsuffle des stéréotypes dans le conte. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme nom de baptême? Conte dégenré, déstéréotypé, revisité. Je pense que c'était conte revisité, mais avec cette envie de les réécrire pour changer le rôle des femmes, pour échanger les rôles masculins et féminins. Donc, par exemple, le Petit Chaperon Rouge, on a interverti tous les sexes des personnages. Et c'est déjà marrant, le Petit Chaperon Rouge, c'est déjà masculin au départ, et puis le personnage est féminin dans la version que tout le monde connaît. Mais il faut savoir qu'à tout début de l'écriture de ce conte, c'était un petit garçon. Il était une fois un petit garçon si beau et si gentil que tout le monde l'aimait. On l'appelait le Petit Chaperon Rouge. Un garçon? Oui, un garçon. Petit chaperon rouge, car il portait un petit capuchon rouge que lui avait cousu son grand-père. Un jour, son père lui dit « Petit chaperon rouge, va porter ces biscuits et cette grande bouteille de vin à ton grand-père. Il est un peu malade, cela va lui faire du bien. Pars tout de suite, et surtout, ne t'égare pas en chemin. » Et le Petit Chaperon Rouge se met aussitôt en route. Il s'enfonce dans les bois et c'est là qu'il va rencontrer la louve. Et comme il ne sait pas que c'est une méchante bête, il n'a aucune peur et lui répond aimablement lorsqu'elle le salue. Je trouve ça super intéressant que finalement la démarche scientifique et la démarche artistique se soient connectées au travers de leurs recherches historiques. Et en fait, je suis curieuse. J'aimerais bien en savoir plus sur la méthode qu'ils ont utilisée pour travailler ensemble. Il a fallu d'abord s'imprégner des différentes versions. C'est Jackie qui a fait tout ce travail de nous envoyer les textes, les versions qui existaient, les textes originaux. Chacun a re-regardé les Walt Disney. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas et qu'est-ce qu'on modifie. Voilà. Ça, mais c'était beaucoup des échanges, on n'était pas toujours d'accord. On a testé plusieurs choses. Et alors l'écriture était aussi... pas compliqué, mais disons que moi, si je commence à écrire, ça va être un langage formel, ça va passer à l'écrit, mais pas à l'oral. Et donc, Jackie était là pour revoir le texte, pour des phrases plus courtes. Écrire au présent, par exemple, c'était tout. Enfin, il y avait quand même beaucoup de conseils. On n'a pas toujours fait, mais en tout cas, pour que lorsque l'on va raconter l'histoire à la radio, que ça ne fasse pas la lecture d'un texte littéraire. Donc, c'est quoi, en fait, un texte à l'oral, justement ? Alors, un texte à l'oral, si je vous raconte une histoire maintenant, je ne vais pas utiliser le passé simple, par exemple. Il vint, il fit ceci, il fit cela. Non, je vais plutôt parler, il est venu, ou bien il arrive, il fait ça. Je suis plus dans l'action immédiate. Déjà, moi, en tant que conteur, ça m'aide. Je visualise beaucoup plus ce que je vais faire. Et puis, ça me permet d'intégrer également les auditeurs dans l'action. Mettre en action. Ça me fait penser à un vieil adage de journalisme. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai une formation de journaliste. Alors, ce vieil adage dit « expliquer les idées avec des faits et les faits avec des personnes ». En fait, c'est ça mettre en récit, qu'on soit conteur, journaliste ou chercheur. Bon, pour revenir à notre discussion, Caroline partage un point très intéressant. Ce n'est pas parce qu'on invente des histoires qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais parfois, on voulait aller trop loin dans les bouleversements de l'histoire, et là, Jackie était là pour nous dire, attention, pour garder le conte, il faut garder la trame, il faut garder des personnages. On ne peut pas se débarrasser du miroir dans Blanche-Neige. Il y a des symboles qui sont tellement évidents. On ne peut pas se débarrasser des nains. Cour des miroirs, cour des miroirs, dites-moi, qui est la plus belle ? Et la cour de scander en chœur. Marraine, vous êtes de loin la plus belle du royaume. C'est alors que le sieur Lagerfeld ajouta,
goguenard. Mais pour combien de temps encore? Nous savons tous qu'avec le temps, la beauté fond comme la neige au soleil. Un éclat de rire général parcourut la cour. La reine, humiliée, s'en fut. Une fureur jalouse s'empara d'elle. Qui était-elle si elle n'était plus la plus belle? Il fallait régler ce problème, cacher cette jeune rivale, la perdre, l'enlaidir, la tuer. Vous avez entendu? Il y a un personnage de plus dans la cour, le sieur Lagerfeld. C'est un clin d'œil, évidemment. C'est drôle, et puis ça crée une complicité avec l'auditeur. C'est vrai que c'est des paysans, mais en même temps, je retrouve tous les marqueurs du conte de mon enfance. Il faut permettre aux personnes qui connaissent les contes traditionnels, la structure, de s'y retrouver. Il y a les marqueurs, je vais dire, comme on dit quand on fait une recette, on garde les marqueurs et puis on déconstruit. Mais les goûts sont toujours là. Avec des saveurs différentes peut-être, mais les goûts sont toujours là. Donc en fait, tu fais une transposition en même temps sur la construction d'un conte. Elle répond toujours à des caractéristiques aussi. De base, situation initiale, péripéties, des problèmes à résoudre qu'on résout avec des personnes, des objets magiques. Et puis après, il y a parfois plusieurs péripéties tout au long de l'histoire. Ça dépend de la longueur de l'histoire. Et enfin, il y a la résolution où souvent, dans les contes, mais la plupart du temps, tout est bien qui finit bien. La morale de l'histoire, je pense que pour Blanchet, on a pris énormément de temps à décider comment cette histoire-là allait terminer. Quel message allait rester? Qu'est-ce qu'on voulait que les personnes retiennent de cette histoire? C'est plutôt ça. Oui. Est-ce que ça allait être tragique? Est-ce que ça allait être Est-ce que ça allait être le reflet du 21e siècle ou bien de 2021 seulement? On va t'en savoir, quoi. Utiliser des marqueurs, intégrer l'auditeur dans l'action. Jackie et Caroline m'ont déjà donné quelques conseils. Mais j'en veux plus. Alors je leur demande de me dresser la liste des indispensables pour mettre la science en récit. Bonne collaboration. Déjà. Trouver des acteurs. En fait, il faut vraiment se dire, il y a des professionnels de la mise en récit. Donc en l'occurrence, toi, et il faut faire confiance à ces professionnels, mais il faut une relation de confiance aussi. Il y a pour le fond et la forme. Si un chercheur veut vulgariser, déjà, qu'est-ce qu'il a envie de transmettre déjà? Quelle idée il veut transmettre? Et puis, si lui, il a une bonne voix et compagnie, mais ça ne suffit pas, il faudra maintenant écrire cette histoire, soit qu'il l'écrit et puis il la soumet à quelqu'un qui a l'habitude de raconter des histoires, ou de voir, peut-être déjà dans son entourage, de voir si ce qu'il a écrit est compréhensible. C'est déjà une chose. Et puis, il faut passer le cap de l'écrit vers l'oral, on en parlait tout à l'heure, pour que ça soit accessible. Caroline disait des phrases courtes, parler peut-être au présent, éviter du vocabulaire trop jargonnant, parce que le but est de vulgariser, donc qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à cette information. Einstein avait cette facilité, par exemple, de parler avec des images, avec des métaphores, et tout le monde comprenait ce qu'il racontait. D'abord parce qu'il était peut-être malin, et il avait cette façon de verbaliser ses idées qui était accessible à tous. Einstein pratiquait donc le KISS. Pas le baiser, le Keep it simple and short or sweet. Soyez simple et bref, ou agréable à lire et écouter. C'est un principe utilisé notamment en communication. En résumé, KISS vous rappelle que ça ne sert à rien de compliquer les choses inutilement. Finalement, c'est du bon sens. Quand je pose la question à Jackie de savoir s'il ne faut pas aussi un peu de talent de comédien pour se lancer dans un projet comme celui-ci, il m'explique que ça tient moins au talent de comédien qu'à la passion de l'orateur. Je crois que dans la vie, tout le monde raconte des choses. Il y a des gens qu'on a envie d'écouter, même qu'ils raconteraient le bottin. Il y a des gens qu'on n'a pas envie d'écouter parce qu'ils nous emmerdent, parce qu'ils ne parlent que d'eux. Par contre, il y a des personnes, vous avez envie de les écouter, quoi qu'elles disent, parce qu'il y a cette envie de partage. Avec des images, avec de l'émotion, avec une certaine clarté, ce qu'elle doit transmettre. Et ça se fait. Et la personne doit, je crois, être animée, anima, donc avoir une âme, cette envie de partager autre chose qu'une information sèche et brutale. Il faut là remettre du gras, peut-être remettre un peu de couleur, remettre de la hauteur, des choses qui n'ont parfois rien à voir. Je prends l'exemple, quand on veut expliquer les fractions, avec les quarts, les moitiés, etc., les gens ne comprennent pas toujours. Vous prenez une tarte, tout le monde sait ce que c'est qu'une tarte, vous divisez la tarte en deux, vous avez une moitié et une deuxième moitié. C'est une image, c'est basique pour expliquer la métaphore, mais au moins ça permet déjà de visualiser ce que vous avez à dire.
Ça, c'est la première étape. La deuxième, vous pouvez donner de la profondeur avec la façon dont vous allez dire les choses, les temps de résonance que vous allez mettre pour permettre la réception de certains moments de l'histoire. Et tout ça fait que vous créez une complicité avec votre auditeur et vous lui permettez de respirer, vous lui permettez d'entrer dans votre histoire et vous partagez quelque chose. Mettre du gras, de la couleur, de la hauteur. Ça me fait penser à ce que disait François Jacobs, un prix Nobel de physiologie. Dans une interview au journal Le Monde, il disait « Quand on écrit la science, on enlève soigneusement toute l'affectivité, comme on enlève la graisse d'une côtelette. Et on finit par un produit complètement desséché, simplifié, désossé. » C'est vrai que le scientifique est formé à enlever la graisse, à s'abstraire des émotions. Alors qu'en médiation scientifique, on lui demande de mettre de la graisse, d'exprimer des émotions, de dire « je ». Et ce n'est pas évident du tout. Mais plus j'y pense et plus je me dis que c'est un aspect fondamental de toutes les démarches de médiation. Caroline donne une autre explication de ce phénomène. Moi, j'aime bien le mot résonance, c'est-à-dire, c'est aussi un mot de la sociologie politique, pour que, par exemple, pour qu'un mouvement social ou une action politique soit efficace, il faut qu'elle construise une rhétorique ou qu'elle utilise des images qui vont résonner avec le public cible, c'est-à-dire donc utiliser des images qui font référence à ce que la personne a vécu, à ce que la personne vit, à l'environnement dans lequel elle évolue. L'image du Che Guevara, par exemple, ça résonne c'est une image universelle, presque universelle, mais qui résonne auprès quand même d'un certain nombre de personnes dans un certain nombre de pays. On a beaucoup utilisé l'humour aussi, et des mots qui sont actuels et qui sont en décalage avec le conte. Du coup, ça fait rire, mais on peut mieux entrer dans l'histoire et s'identifier parce qu'on se dit mais c'est vraiment une histoire d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez en tête justement un exemple pour que ce soit vraiment très parlant de les musiques qu'on utilisait, voilà, les musiques qu'on a, donc c'était pas seulement les contes étaient racontés, mais il y avait toujours un fond sonore ou certaines transitions, on allait chercher des gimmicks musicaux, des riffs de rock, des riffs de musique des années 80, 90, parfois même plus actuels, et ça nous faisait sourire. Coquillage et crustacés, évidemment, dans La Petite Sirène. Voilà, quand elle se balade sur la plage, mais on n'entendait même pas les paroles, mais on avait le thème que l'on reconnaît, qui est reconnaissable entre tous, qui parle à beaucoup de générations. Donc, oui, et qui, en plus, si on replace la chanson, la personne qui chante à l'époque, c'est aussi la femme qui se libère quelque part. Et dans La Petite Sirène, c'est aussi l'histoire d'une jeune femme qui va se libérer des conventions sociales. Donc, voilà, là encore une manière de pouvoir raisonner, d'aller un peu plus loin que juste le texte. La musique est signifiante, elle n'est pas là que pour enrober, elle apporte un message par elle-même, par son rythme, par la référence à la chanson qu'elle représente, et elle va parler ainsi à plusieurs degrés. Dans les lueurs du crépuscule, sur la plage, une silhouette élancée se détache. Une femme apparaît, la chevelure foisonnante, balayée par les embruns, les avant-bras tatoués. Elle ressemble étrangement au pêcheur. Elle inspire profondément l'air du large et puis envoie un baiser à la mer. Bon, n'est pas Bardot qui veut. Mais c'est sûr, ce refrain, je vais l'avoir en tête pour le reste de la journée. Alors, on parle d'image, de musique, d'humour pour créer une connivence avec le lecteur ou l'auditeur. Ouais, très bien tout ça, mais encore faut-il qu'ils aient les mêmes références culturelles que nous. Et c'est pour ça que c'est essentiel de toujours avoir en tête la personne à qui on s'adresse. Et de tester, comme me l'explique Caroline. Moi, j'aime bien l'exercice de se dire je dois expliquer à des enfants ou à des ados. D'office, ça enfin, voilà, on peut dire des tout petits. Mais si on est capable d'expliquer sa recherche à un tout petit enfant de moins de 5 ans, à un enfant de 7, de 12 ans, alors on explique à tout le monde. Et ils sont pas plus bêtes que des adultes, les enfants. Mais je trouve que le conte, eux, ils sont super réceptifs à ce genre de mise en récit, justement. On raconte une histoire. On sait que c'est dans l'imaginaire qu'il va se passer quelque chose. Voilà, c'est mettre un peu de suspense également. Qu'est-ce qui va se passer ? On met des éléments en place et après que les personnes qui vous écoutent, oui, mais après, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, on les tient en haleine et on a envie d'écouter, on arrive au bout de l'histoire. Et alors, on vous mène où on veut, quelque part, quoi. Ce projet est terminé, il existe. Mais Jackie et Caroline, eux, n'ont pas fini d'explorer comment la science et les histoires peuvent faire des étincelles. Il y a d'autres collaborations avec la Maison du Conte qui sont là sur le tapis envisagées, qui seraient par exemple de se saisir de tout un tas de données qui sont confidentielles.
sur des données d'entretien avec des publics fragilisés, des entretiens avec des personnes dans secteurs compliqués, et de dire en fait, on ne peut pas diffuser ces données d'entretien au grand public comme ça, parce que c'est des données qu'on doit protéger. Mais par contre, si on utilise la fiction, si on crée des portraits et des histoires entre les personnages, par exemple au sein de la police, une collègue qui travaille à la police, si on fait des portraits de travailleurs précaires, par exemple, si on utilise la fiction, alors on peut dire quelque chose récolté dans le cadre scientifique, et en racontant les histoires de ces personnages fictionnels, mais qui vont vraiment chercher des éléments factuels, là, on peut dire quelque chose d'intéressant et on peut valoriser, en fait, autrement un matériel scientifique qui est très, très précieux pour plein de questions de sciences sociales et humaines. Donc ça, c'est un projet on en a discuté ce matin, qui n'est pas encore là, mais là, on va un peu plus loin. Je pense que là, on ferait vraiment de la vulgarisation scientifique au sens propre, en utilisant les compétences de conteur, de mise en récit de la Maison du Conte. Avant de les laisser, j'ai une dernière question à poser à Caroline. J'ai l'impression que cette première expérience avec l'art de raconter des histoires est en train de modifier profondément sa pratique même de la science. Et je voudrais comprendre pourquoi. Parfois, les regards de la société civile sont assez critiques en disant « Ok, c'est intéressant votre recherche, mais so what ?» Et là, on a un échange avec la salle où en fait, la personne qui est chercheuse et qui a présenté tout de manière très objective, en expliquant toute sa méthodologie dans le détail, à la fin de la journée, on a déjà eu des gens qui nous ont dit « Oui, mais vous êtes financé par notre argent. C'est quoi le retour de votre recherche? Qu'est-ce que ça nous dit de la société? Et en quoi est-ce que votre recherche, elle peut résoudre des problèmes de la société? En quoi est-ce qu'elle peut nourrir les politiques publiques? Et je trouve que cet échange-là... Qu'elle peut nous toucher. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu dans notre ADN ici à l'ULB Charleroi. Ça nous oblige toujours, quand on présente des recherches ou quand on fait des projets, à réfléchir, à se dire mais pourquoi je le fais? Qu'est-ce que ça va apporter? Donc évidemment, on a le prisme sciences humaines et sociales, mais je pense que pour tous les types de sciences, c'est une question importante. Et je trouve que le conte, ça nous pousse, ça nous confronte à ça, quoi. Pourquoi est-ce que cette recherche, avant même de penser à comment est-ce que je vais mettre en forme, c'est pourquoi est-ce que cet élément-là de mes résultats scientifiques, c'est important pour le débat public? Ou alors, il y a un objectif pour l'enseignement, par exemple, de se dire, moi, je veux que le boson de X, quelqu'un qui a 12 ans, quelqu'un qui a 7 ans, quelqu'un qui a 77 ans, je veux que toutes ces personnes-là, elles puissent comprendre ce quoi et pourquoi c'est important pour comprendre d'autres phénomènes. Caroline fait aussi un lien très intéressant entre le travail du chercheur et celui du conteur, qui ne serait finalement pas si éloigné que ça l'un de l'autre. En fait, parce que là, la vie de chercheur, c'est aussi beaucoup écrire des projets et vendre le projet. Il y a toujours cette partie, la relevance du projet. Et en fait, on met déjà en récit sa recherche à ce moment-là pour convaincre les gens de financer la recherche, pour convaincre les collègues de venir travailler dans le projet. Il y a déjà une mise en récit. Et je pense que le conte, c'est juste une autre forme de mise en récit, ou très accentuée sur l'oral, très accentuée sur le grand public. Mais je pense que, pour moi, en tout cas, la mise en récit, elle fait partie de la recherche quand on écrit, sa recherche quand on la présente, quand on conçoit un projet. La mise en récit, ça fait aussi partie de l'enseignement. Tu disais tout à l'heure qu'il y a des professeurs qui ont envie d'écouter, d'autres pas, mais je pense que chaque séance de cours, qu'elle fasse 15 minutes, 2 heures ou 4 heures, il faut qu'il y ait une mise en récit. S'il n'y a pas de mise en récit, avec un début, une fin, comme tu disais, des événements qui arrivent, une petite morale à la fin, le petit comme message. Donc déjà le chercheur et les enseignants, je pense, font déjà beaucoup de mise en récit. Là, c'est juste une autre forme, effectivement, dans laquelle ils ne sont pas forcément formés. Et c'est là où c'est intéressant d'être accompagné par des professionnels et par des gens qui vont peut-être ne rien savoir du boson de X, mais après 10 minutes, un quart d'heure, ils arriveront à identifier les éléments principaux. Mais c'est ensemble qu'il faut le faire. Oui, c'est ça. Voilà. Savoir c'est ça ce qui est important. C'est pour ça que la collaboration est intéressante. Il est temps de quitter les sièges en velours rouge du théâtre Marignan. Je jette un coup d'œil sur mon carnet. Il est vide. La conversation était tellement menée à bâton rompu que je n'ai pris aucune note. Finalement, le grand enseignement que je tire de cette rencontre, c'est qu'on ne devrait pas avoir si peur de mêler science et histoire. L'important, c'est de trouver la bonne collaboration. Mais on est d'accord, utiliser la fiction, c'est loin d'être une évidence pour beaucoup de scientifiques. Comment raconter la science sans la trahir, c'est un sujet dont on parle avec Pierre Klein et Olivier Corten dans l'épisode 6 de ce podcast.
Vous venez d'écouter l'épisode 3 de Savoir partager, un podcast de l'ULB disponible dans toutes les applications podcast. ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles.